quand on parle de la guerre en Ukraine, celui des camps de filtration. Ils seraient installés en Russie, ils seraient des points de passage où seraient amenés les réfugiés ukrainiens dans l'est du pays afin de statuer sur leur sort au cours d'une longue procédure souvent accompagnée de violence. Kiev annonce ainsi que 1,2 million de personnes auraient été déportées en Russie. Des accusations reprises cette nuit par Washington. Nous allons en parler avec Volodymyr. Bonjour. Bonjour Volodymyr, est-ce que vous nous entendez? Voilà, normalement. Alors vous travaillez, vous travaillez dans l'humanitaire et il y a quelques semaines, vous avez été capturé. Quelle a été la suite? Ensuite, probablement quelque chose qui n'aurait pas pu être possible en notre siècle. On ne peut pas faire cela ni aux civils ni aux militaires. C'est un véritable enfer et un cauchemar qui devait finir au plus vite et malheureusement ça dure toujours. Prendre quelqu'un, l'attraper dans la rue, comme c'était le cas de la plupart des personnes, ce n'est même pas une arrestation, c'est une capture. Et les gens étaient privés de tout droit. On pouvait en faire tout ce qu'on voulait. Et pour l'instant, il n'y a eu aucune punition qui avait été infligée à ceux qui ont commis ces actes. Je pense que cela n'aurait jamais dû exister au XXIe siècle. La plupart des gens qui étaient avec moi ne comprenaient même pas comment est-ce possible de nos jours. Vous avez donc été enlevé et vous avez réalisé, malgré vous, vous avez été amené à faire un parcours assez hallucinant à travers toute la région. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quel a été ce parcours et comment vous vous en êtes aperçu justement, comment vous avez cartographié un peu votre parcours? La plupart du temps, lorsque nous étions en route, nous n'étions pas suffisamment surveillés. Nous pouvions observer les routes et nous comprenions où nous allions. Mais lorsqu'on est arrivé déjà à l'endroit, nous avons pu nous rendre compte grâce à quelques signes extérieurs. Alors, vous avez été enlevé à côté de Kiev, et ensuite, en tant qu'humanitaire, vous avez été emmené en Biélorussie. On vous transporte ensuite à Rostov-sur-le-Don. Rostov-sur-le-Don, qui est une localité à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. C'était pas Rostov, c'était la prison préventive de Bryansk. Ensuite, on nous a amenés à Rostov avec d'autres personnes. Ensuite, à Sébastopol par avion. Et de Sébastopol, directement avec d'autres grands camions, on nous a amenés vers la frontière de Zaporijia et on nous a échangés du côté de Zaporijia. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi vous avez été enlevé par ces forces russes et pourquoi vous ont-ils emmené en Russie et ainsi fait ce parcours dans ce qu'on appelle des camps de filtration pour vérifier votre identité? Pourquoi vous? Enlever une personne, pour eux, en fait, peu importe qui, un homme, une femme, il ne faisait pas de différence. Ils avaient pour objectif de ramasser autant de personnes pour procéder ensuite à un échange. C'est mon avis personnel, mais qui a été confirmé par leurs collaborateurs. J'aurais pu être en uniforme ou pas, j'aurais pu être un homme, une femme ou une personne âgée ou blessée, peu importe. On parle de camps de filtration, c'est-à-dire que ce sont des endroits où les forces russes vérifient, en fait, eux, ils appellent ça vérifier les identités. Que se passe-t-il dans ces camps? Ce sont des lieux de détention. Je n'ai jamais été dans ce lieu, mais je peux imaginer que c'est comme ça. D'abord, on vous réceptionne avec des coups, avec des interrogatoires, avec le prélèvement de votre empreinte, de l'identité. Ensuite, on vérifie absolument par tous les canaux, le FSB, le parquet. Et leur objectif essentiel est d'identifier la personne, de savoir de qui il s'agit. Et si ensuite, selon leur dire il n'y a rien à reprocher à la personne, et pour que vous compreniez qu'est-ce qui peut être reproché, ça peut être juste une photo de présence des forces russes en Ukraine, c'est déjà une contravention selon eux. Si tu t'es mal exprimé, si tu ne t'es pas retrouvé au bon endroit, ou si tu étais tout simplement un Ukrainien, cela suffit pour être enlevé. Donc ils ont enlevé tous ceux qu'ils pouvaient attraper, sans discriminer. Vous avez été échangé
savez-vous si d'autres sont restés prisonniers là-bas, s'il y a des prisonniers, beaucoup de prisonniers ukrainiens en Russie? Oui, ils sont encore très nombreux. Dans notre centre pénitentiaire, 95% des gens qui étaient détenus, c'était des civils. Je crois on était 300 à 400 personnes. Et ce genre d'établissement où sont détenus les Ukrainiens sont plusieurs, en fait, 4, 5, etc. Est-ce que ça, le fait d'être enlevé, est-ce que ça a un impact psychologique sur la population ukrainienne, en sachant que, comme vous le venez de dire, n'importe qui peut être enlevé? Est-ce que ça a un impact? Bien évidemment. J'espère que personne ne verra cet enfer, mais je comprends que dans le fort intérieur, ils ont peur. Quel est aujourd'hui, d'après vous, l'intérêt aujourd'hui pour la Russie de faire ça? C'est un impact, une violence psychologique, ou il y a un véritable intérêt aujourd'hui pour les forces russes d'amener des Ukrainiens en Russie, quitte à les relâcher ensuite? Chercher une logique chez le pouvoir russe, c'est Réven. Le monde, pour eux, je pense, c'est inversé. Nous avons mis tant de temps à comprendre la logique de notre déplacement, par exemple. Nous n'avons pas réussi. Pourquoi enlever les gens, investir autant d'argent? Je pense que c'est plus du théâtre. L'objectif était d'enlever la population ukrainienne et ensuite pouvoir l'échanger contre les militaires russes, contre les soldats russes. Volodymyr, juste une question plus personnelle. Et je ne vois pas d'autres raisons. Ils pensaient que l'Ukraine accepterait leurs conditions pour échanger les criminels russes, c'est-à-dire les militaires russes, contre les civils ukrainiens. Et c'est pour cela qu'ils enlevaient en nombre des civils ukrainiens. Pendant notre trajet, j'ai pu discuter avec les sentinelles et qui m'ont dit que les prisons en Russie ont été libérées, donc des prisonniers russes, et qui maintenant doivent être remplies par les détenus ukrainiens. Vous savez aujourd'hui si ils continuent, si des forces russes continuent à enlever, comme ça a été votre cas aujourd'hui, est-ce qu'ils continuent à enlever des personnes et ensuite les amener en Russie? Dans notre région, là où je me trouve, Dieu merci, il n'y a plus d'occupants, donc tout est tranquille. Mais du côté de Mariupol et Kharkiv, je pense que ces phénomènes se déroulent et peut-être même de manière pire que ce que nous avons connu. Aujourd'hui, là, vous parlez, vous avez été échangé. D'après vous, est-ce que la Russie cherche à échanger d'autres prisonniers? Pourquoi pas, par exemple, aujourd'hui, dans l'usine d'Azovstal, dont on parle beaucoup à Mariupol, cette politique d'échange, elle pourrait être mise en place? Je n'arrive pas à comprendre la logique des agissements de la Fédération de Russie. Une question personnelle. Si d'autres Ukrainiens ont traversé le même enfer que vous, comment se remet-on aujourd'hui d'avoir été comme ça exilés, déportés en Russie? Comment on s'en remet psychologiquement? Chacun de sa manière. Les premiers jours après la libération, on se sent euphorique, mais quelques jours plus tard, on comprend que les émotions, la tension, les nerfs, tout se ressent. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Volodymyr, pour nous avoir raconté justement ce calvaire que vous avez véritablement vécu, enlevé par les forces russes. Merci d'avoir témoigné aujourd'hui sur... Je voudrais transmettre un appel au pouvoir de votre pays. Pour quelles raisons la réaction est aussi faible, si je puis m'exprimer ainsi? Pourquoi la réaction est aussi insuffisante à l'égard de ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que c'est parce que vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre? Si cela ne s'arrête pas aujourd'hui ici, cela va vous atteindre tôt ou tard. Merci Volodymyr pour votre témoignage, en tout cas sur LCI ce matin. Un mot tout de même de Nicolas Znik, quand on entend ce genre de témoignage, je parlais tout à l'heure aussi de camps de filtration, on voit qu'il y a quand même toute une entreprise psychologique qui est mise en place tout de même par la Russie, qui a au-delà du simple de la guerre militaire. Écoutez, déjà, il
Déjà, il y a des choses que je voudrais dire. Donc, première chose, que cela me fait penser au fait, aux choses qui sont passées pendant l'URSS. Donc, justement, les Ukrainiens, à mon avis, ils ont déjà, enfin, à mon avis, dans l'échelle historique, ils ont déjà connu ce genre de traitement. Et non seulement les Ukrainiens, mais également tous ces peuples qui se sont retrouvés au sein de l'URSS, donc les Baltes, les Estoniens, les Kazakhs, etc., les Polonais, à un certain moment aussi dans l'histoire. Et puis, deuxième chose, donc, comme chaque guerre, bien sûr, la guerre est suivie d'une guerre informationnelle, d'une guerre psychologique. Et donc, bien évidemment, c'est comme des filtrations. Cela peut à la fois jouer pour intimider, à mon avis, les Ukrainiens, et de l'autre côté aussi, parce qu'on sait que les Russes, ils ont établi, donc avant l'invasion russe, il y a eu de l'information comme quoi les Russes, ils ont établi des listes des Ukrainiens à éliminer. Donc, en fait, ils avaient une certaine base de données, des personnes qu'ils voudraient soit emprisonner, soit tuer, on n'en sait rien. Mais du coup, je pense que peut-être ça aussi, ça leur sert à identifier ces gens et donc procéder à, je ne sais pas, qu'est-ce qui les attend après. C'est ça aussi, Miguel. Je crois que c'était en Tchétchénie aussi, où il y avait eu ces mises en place déjà de camps de filtration. Et on sait que, parmi la liste, forcément, on en parlait tout à l'heure, il y a ces militaires réfugiés à Azovstal. Ils sont ciblés, eux, de toute façon, depuis le début, par Vladimir Poutine. Alors, je crois qu'en fait, on mélange plusieurs choses là. Parce qu'en fait, les questions de déportation dont parlent les Américains, en fait, ce sont essentiellement des civils qui, notamment lors de l'évacuation de Mariupol, en effet, passent par des camps qui sont contrôlés par les pro-russes, où en effet, on contrôle toutes les identités, mais là on parle de femmes, d'enfants, de personnes âgées, on regarde quels sont leurs liens avec justement les combattants qui sont toujours retranchés à l'intérieur. En effet, il y a les papiers d'identité pour certains peuvent être retirés, on fouille leur téléphone portable, les Russes cherchent des informations. Il y a les tatouages aussi. Et certains, c'est vrai, de ces personnes-là ne sont pas envoyés vers l'Ukraine, vers des zones où ils pourraient être réfugiés, mais directement envoyés en Russie. Et là, c'est vrai qu'on a des témoignages de milliers de personnes, mais ce sont les chiffres qui sont avancés, qui sont envoyés, même pour certains, à l'autre bout de la Russie. Une espèce de déportation forcée qui rappelle en effet les heures sombres de l'Union soviétique. Et là, le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est un homme qui a été capturé par les forces russes, capturé et emprisonné dans l'optique d'un échange de prisonniers. Et ça, il y a des échanges de prisonniers depuis le début de cette invasion. Et c'est vrai que pour les hommes du bataillon Azov, qui sont encore retranchés dans cette usine de Mariupol, la seule façon dont ils espèrent pouvoir sortir, c'est un échange de prisonniers. Donc ils appellent à cela. Les autorités ukrainiennes disent qu'elles y travaillent, mais pour le moment, on voit bien cette volonté de Vladimir Poutine de maintenir coûte que coûte la pression sur cette usine de Mariupol et de venir à bout des dernières résistances. Donc l'échange de prisonniers pour eux va être très compliqué. Mais évidemment que les Russes cherchent à enlever des Ukrainiens pour pouvoir les échanger. Voilà.